16 mai 1940. 5h30 du matin. Village de Stonne, département des Ardennes, France. Le capitaine Pierre Billotte essuya la sueur de son front avec un chiffon noirci par l'huile de moteur. À travers les étroits périscopes de son char B1 bis baptisé Heure, il observait les ruines fumantes de ce qui avait été, 48 heures plus tôt, un paisible village ardennais de 500 âmes. Les premières lueurs de l'aube révélaient un paysage de désolation absolue. Des maisons éventrées par les obus d'exi-artillerie. Des cratères béants qui transformaient les rues en terrain lunaire. Des cadavres de soldats français et allemands que personne n'avait eu le temps d'enterrer. Et là-bas, sur la route menant à Sedan, les silhouettes anguleuses des panzers allemands qui se préparaient à l'assaut. Ce que Billotte ne pouvait pas savoir à cet instant précis, sûrement que les 15 prochaines minutes allaient faire de lui une légende. Une légende que les états-majors allemands tenteraient de minimiser pendant des décennies. Une légende que les manuels d'histoire français oublieraient trop longtemps, perdue dans le récit de la défaite nationale. Mais une légende que les survivants allemands de cette matinée de mai n'oublieront jamais. Car dans ce village ardennais, Al-Job dit une journée qui s'annonçait comme toutes les autres de cette campagne désastreuse, un seul homme allait prouver que la France, même à genoux, savait encore se battre. Pour comprendre ce qui allait se passer ce matin-là, il faut d'abord comprendre les armes extraordinaires que Pierre Billotte commandait. Le char B1 bis n'avait été pas un char ordinaire. C'était, en 1940, le char le plus puissant du monde. Un monstre de 32 tonnes d'acier français, propulsé par un moteur Renault de 307 chevaux qui faisait trembler le sol à chaque passage. Son blindage frontal atteignait 60 mm d'épaisseur, une protection inégalée pour les époques. À titre de comparaison, les Panzer II et III allemands, qui constituaient l'essentiel de la force blindée de la Wehrmacht à cette époque, possédaient un blindage frontal de seulement 30 mm. Leurs canons de 20 et 37 mm, les mêmes qui avaient écrasé l'armée polonaise en 3 semaines, ne pouvaient tout simplement pas percer l'armure du B1 bis aux distances de combat normales. Les essais de tir conduits à Bourges en 1938 avaient démontré cette invulnérabilité de façon spectaculaire. Un canon anti-char allemand de 37 mm, le fameux PAK-36, que les soldats allemands surnommaient le tapeur de porte, avait tiré 50 obus à 100 mètres de distance sur une plaque de blindage B1 bis montée sur un châssis test. Pas un seul en avait pénétré. Les obus rebondissaient sur l'oacier français comme des balles de tennis sur un mur de béton. Les observateurs allemands présents à ces essais étaient repartis convaincus que le B1 bis était invulnérable à leurs armes standards. Cette information avait été transmise à Berlin, mais elle avait été ignorée par un haut commandement persuadé de la supériorité intrinsèque de la technologie allemande. Mais le B1 bis n'était pas seulement bien protégé, il était également terriblement armé. Dans sa tourelle APX-4, un canon de 47 mm SA-35, considéré par les experts de l'époque comme le meilleur canon anti-char du monde. Cette arme pouvait percer n'importe quel blindé allemand de l'époque à plus de 500 mètres, avec une précision remarquable, grâce à son système de visée optique de dernière génération. Et dans la caisse, logé dans le flanc avant droit, un obusier de 75 mm. Cette arme monumentale, servie par le pilote lui-même grâce à un système de visée sophistiqué appelé direction Naeder, pouvait tirer des obus explosifs dévastateurs contre les infanteries ou des obus perforants capables de transformer n'importe quel panzer en cercueil d'esquisse-acier. Le sergent-chef Jean Durupt, pilote du char Heure, se souvenait de cette aube avec une précision troublante. Dans ses mémoires publiés en 1978 sous le titre « 32 tonnes d'acier », il écrivait « Le capitaine Billotte était calme, trop calme peut-être pour ce qui nous attendait.
Il avait passé toute la nuit à étudier les positions allemandes à travers ses jumelles, notant chaque mouvement, chaque position des artilleries, chaque passage possible. À 5 heures du matin, il nous a réunis tous les 4 autour d'une carte et nous a dit simplement « Messieurs, aujourd'hui, nous allons leur montrer ce que vaut un char français. » Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai su que nous allions faire quelque chose d'extraordinaire. Pierre Billotte n'était pas un officier ordinaire. Né en 1906 à Paris, il était le fils du général Gaston Billotte, commandant du premier groupe des armées, et l'un des officiers les plus respectés de l'armée française. Il avait grandi dans les ombres de la Grande Guerre, entouré des récits des survivants de Verdun et de la Somme. Il avait vu les photographies des tranchées. Il avait entendu les témoignages des anciens combattants. Il savait ce que signifiait le combat. Mais plus important encore, il connaissait intimement son char. Depuis 1938, il avait participé à tous les essais, à toutes les manœuvres, à tous les exercices impliquant le B1 bis. Il connaissait ses forces, il connaissait ses faiblesses. Et ce matin-là, il savait exactement comment utiliser les premières pour compenser les secondes. La faiblesse principale du B1 bis était sa consommation de carburant. Avec ses 400 litres de réservoir répartis dans la caisse, le monstre d'acier ne pouvait parcourir que 140 km sur route, beaucoup moins en terrain difficile ou en combat. Les autonomies étaient le talon d'Achille de cette forteresse roulante. Chaque manœuvre, chaque engagement devait être calculé en fonction du niveau des réservoirs. Mais à Stone, ce matin-là, Billotte n'avait pas besoin de s'autonomie. Il avait fait le plein la veille. Il n'avait pas l'intention de fuir. Il avait besoin de puissance de feu. Et de puissance de feu, le Heure en avait à revendre. Les équipages du char se composaient de 4 hommes, chacun expert dans sa spécialité. Billotte commandait depuis la tourelle, où il servait également le canon de 47 mm. Ses yeux ne quittaient jamais les périscopes, balayant le terrain à la recherche de menaces. À ses côtés, le caporal-chef Louis Marquet tenait le rôle crucial de chargeur. Ses mains calleuses manipulaient les obus avec une rapidité née de mois d'entraînement intensif. Dans la caisse, Durupt pilotait le mastodonte tout en servant le obusier de 75. Ce double rôle exigeait une coordination parfaite entre les mains, les pieds et les yeux. Et à l'arrière, le soldat première classe Henri Lemaître opérait la radio et surveillait les arrières à travers les fentes de vision, prêt à alerter l'équipage de toute menace venant des flancs ou de l'arrière. 4 hommes, 32 tonnes d'acier, 48 obus pour le canon de 47, 74 obus pour le 75, 2400 cartouches pour la mitrailleuse de caisse. C'était tout ce qu'ils avaient pour affronter ce qui les attendait. Mais pour des hommes comme Billotte et son équipage, formés pendant des années à maîtriser leur machine, c'était plus que suffisant. À 5h45, le vrombissement caractéristique des moteurs Maybach parvint aux oreilles de l'équipage. Les Allemands arrivaient. Billotte ajusta son périscope et commença à compter les silhouettes qui émergeaient de la brume matinale. Un Panzer III, 2, 3. La colonne serpentait sur la route défoncée. 7, 11. 13 chars ennemis remontaient la rue principale de Stone, leurs canons balayant les ruines à la recherche de résistance française. Leurs équipages étaient confiants. Ils avaient traversé la Meuse 2 jours plus tôt. Ils avaient brisé la ligne Maginot. Ils avaient mis en déroute l'armée française, la plus puissante des Europes. Que pouvait leur opposer ce village en ruine? Ils ne savaient pas que la mort les attendait, tapis dans l'ombre d'une maison à moitié effondrée, sous la forme d'un seul char français commandé par un homme qui avait décidé que ce jour-là, l'armée allemande apprendrait une leçon qu'elle ne s'oublierait jamais. Les documents allemands capturés après la guerre révèlent ce que pensaient les équipages des Panzers à ce moment précis. L'Oberleutnant Werner Gerhard, commandant de la colonne et vétéran de la campagne de Pologne, avait transmis par radio à son état-major « Stone semble abandonné.
Aucune résistance visible. Nous progressons selon le plan vers la position gamma. Ces mots seraient les derniers qu'il prononcerait. 30 secondes plus tard, le premier obus de 75 mm du char Eure frappait son Panzer III en plein flanc. L'explosion fut si violente que la tourelle fut arrachée de la caisse et projetée à 10 mètres. L'équipage ne survécut pas. La bataille de Stone venait de commencer. Elle allait durer 17 jours et voir le village changer de main 17 fois, un record dans leur histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces 15 premières minutes, ces 15 minutes où un seul char français affronterait 13 panzers allemands, allaient entrer dans leurs histoires comme l'un des plus remarquables exploits de la guerre blindée. 5h46 du matin, le premier panzer venait d'exploser dans une gerbe de flammes et de métal tordu. Les 12 chars allemands restants réagirent avec la discipline prussienne qui faisait leur réputation depuis les guerres de Frédéric le Grand. En moins de 10 secondes, ils avaient identifié la source du tir, une maison à moitié effondrée sur la gauche de la rue principale, et pivotaient leur tourelle vers la position du char Eure. Les ordres fusaient dans les radios en allemand. Les chargeurs engageaient des obus perforants. Les pointeurs alignaient leurs viseurs. Mais Pierre Billotte avait anticipé cette réaction. Il connaissait les tactiques allemandes. Il savait exactement combien de temps il leur faudrait pour réagir. Avant même que le premier canon allemand ne soit aligné, il avait donné son ordre à Durupt. Le sergent-chef engagea la marche arrière et fit reculer le B1 bis de 20 mètres en 3 secondes, une manœuvre que des mois d'entraînement avaient rendue instinctive. Le monstre d'acier disparut derrière l'angle d'un mur de pierre épais comme une forteresse médiévale. Un mur qui, quelques secondes plus tard, fut pulvérisé par une demi-douzaine d'obus allemands. Mais le char Eure n'était plus là. Les équipages allemands commettaient leur première erreur fatale. Ils tiraient avec leurs canons de 20 et 37 mm à une distance de moins de 200 mètres. À cette portée, selon tous les manuels de tactique blindée qu'ils avaient étudiés, même leurs obus perforants standards auraient dû traverser n'importe quel blindage existant. C'était du moins ce qu'on leur avait enseigné dans les écoles de chars de la Wehrmacht. Ce qu'on ne leur avait pas dit, c'est que le B1 bis n'était pas n'importe quel char. Les obus allemands frappaient le blindage frontal du Eure et rebondissaient comme des balles de tennis sur un mur de béton. Le son était distinctif, un claquement métallique suivi d'un sifflement aigu quand l'obus ricochetait vers le ciel. À l'intérieur du char, l'équipage entendait ces impacts comme des coups de poing sur une porte blindée. Le Feldwebel Hans Krüger, mitrailleur des un Panzer II qui survécut miraculeusement à leurs engagements, témoigna lors de son interrogatoire par les services de renseignement britanniques en 1945. Ces mots, consignés dans les archives du War Office, décrivent d'allures horreurs de ces premières minutes. Nous avons tiré tout ce que nous avions sur ce monstre français. Mon chef de char hurlait des ordres. Le chargeur travaillait comme un possédé. Je voyais nos obus frapper son blindage à moins de 100 mètres et simplement ricocher. Les étincelles jaillissaient, mais le char restait intact. C'était comme essayer de tuer un éléphant avec un pistolet à eau. Nous ne pouvions pas le blesser. Mais lui, chaque fois qu'il tirait, l'un de nous mourait. C'était un cauchemar dont nous ne pouvions pas nous réveiller. Billotte ne perdait pas de temps. Chaque seconde comptait. Alors que les obus allemands pleuvaient sur son char sans effet, créant un vacarme assourdissant à l'intérieur de la tourelle, il dirigeait son feu avec une précision chirurgicale. Le canon de 47 mm de la tourelle abattit le deuxième Panzer à 5h47. L'obus perforant toucha la tourelle du Panzer III juste sous le canon, pénétra le blindage de 30 mm et fit exploser les munitions stockées à leur intérieur. La déflagration projeta la tourelle à plusieurs mètres. Personne ne sortit du brasier. Puis le troisième char tomba à 5h48, touché de flanc, alors qu'il tentait désespérément de manœuvrer pour fuir. L'obusier de 75
manœuvré par Durupt avec une habileté remarquable, détruisit le 4e char à 5h49. Le obus explosif de 6 kg frappa le Panzer II au niveau du compartiment moteur. Le réservoir de carburant l'enflamma instantanément. L'équipage tenta de s'enfuir. Seul le conducteur réussit à s'en l'extraire, gravement brûlé. Il mourrait de ses blessures 3 jours plus tard, dans un hôpital de campagne allemand. Les Allemands ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. En 3 minutes, ils avaient perdu 4 chars, le tiers de leur force, et n'avaient pas réussi à infliger la moindre égratignure à leur adversaire. Leurs obus continuaient de frapper le blindage du B1 bis. Chaque impact laissait une marque brillante sur les aciers français, mais aucun ne pénétrait. Ces tirs étaient comme si le char français était protégé par une force surnaturelle. Les rapports des survivants mentionnent que plusieurs équipages commencèrent à paniquer. Des hommes qui avaient traversé la Pologne sans flancher perdaient leur sang-froid face à ce monstre invincible. C'est à ce moment que le commandant de la colonne, allemande, Lech Hauptmann, Friedrich von Seckendorf, prit une décision désespérée. Vétéran de la Grande Guerre et officier de carrière, von Seckendorf comprit immédiatement que les tirs frontaux étaient inutiles. Il ordonna à ses chars restants de manœuvrer pour prendre le B1 bis en tenaille. Si les obus ne pouvaient en percer le blindage frontal, peut-être réussiraient-ils contre les flancs ou les arrières, où le blindage était théoriquement plus mince. Ces bons étaient un plan tactiquement sensé, le genre de manœuvre enseigné dans toutes les académies militaires. Mais il supposait que le char français resterait immobile, attendant passivement d'être encerclé. Pierre Billotte n'avait aucune intention de coopérer avec les plans de l'ennemi. Le sergent-chef Durupt décrivit la suite dans ses mémoires, avec une vivacité qui témoigne de l'intensité de ces moments. Le capitaine m'a ordonné de foncer vers leur église. Je ne comprenais pas pourquoi. Nous étions en train de les massacrer depuis notre position. Pourquoi bouger? Mais Billotte avait vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis mon poste de pilotage. 3 panzers essayaient de nous contourner par la droite, utilisant les ruines comme couverture. Si nous restions où nous étions, ils auraient pu nous prendre de flanc d'ici 1 minute. Alors j'ai poussé les gaz à fond. Le moteur Renault a rugi comme un lion. Et nous avons traversé la place du village à 30 km/h, une vitesse folle pour un B1 bis en terrain encombré, en tirant sur tout ce qui bougeait. Cette charge à travers la place de Stone allait devenir légendaire dans les annales de la guerre blindée. Le char Heure, pesant 32 tonnes, traversa l'espace ouvert de la place en moins de 20 secondes. Les débris volaient sous ses chenilles. Les murs n'effondraient sur son passage. À l'intérieur, les équipages étaient secoués comme des passagers d'un navire dans la tempête. Mais personne ne se plaignait. Pendant cette course folle, Billotte fit feu 3 fois avec le canon de 47 mm et Durupt tira 2 obus de 75. 4 de ces 5 coups touchèrent leur cible avec une précision qui tenait du miracle. Le 5e et le 6e Panzer explosèrent presque simultanément, à 2 secondes d'intervalle. Le d'un fut touché par un obus de 47 dans la tourelle. Les autres reçut un obus de 75 dans le flanc. Les 2 équipages périrent instantanément. Le 7e char, un Panzer II qui tentait de fuir en marche arrière, perdit sa chenille gauche sous l'impact d'un obus qui manqua de peu le compartiment de combat. Le véhicule s'immobilisa au milieu de la rue, tournant sur lui-même comme une toupie détraquée. Son équipage abandonna le char et s'enfuit sous le feu de la mitrailleuse de caisse du B1 bis. Les balles de 7,5 mm fauchèrent 2 des fuyards. Les autres disparurent dans les ruines. À 5h52, 6 minutes après le début de les engagements, 7 chars allemands brûlaient dans les rues de Stone. Les flammes oranges illuminaient les façades des maisons détruites. Une épaisse fumée noire montait vers le ciel, visible à des kilomètres à la ronde. Les 6 panzers survivants tentaient désespérément de se replier. Mais la rue principale du village était étroite,
encombrés de débris de pierre et de bois, et maintenant obstrués par les carcasses fumantes de leurs camarades. Ils étaient piégés comme des rats dans un labyrinthe de feu. Le Gefreiter Wilhelm Bauer, conducteur des Panzer II, qui survécut à l'engagement en faisant le mort sous son char détruit, racontera plus tard aux historiens militaires: « Notre commandant hurlait dans la radio de reculer. Mais comment reculer? Il y avait des chars en feu devant nous, des chars en feu derrière nous, et ce démon français au milieu de tout ça, qui tirait sans arrêt. Son canon pivotait à une cible à l'autre avec une précision terrifiante. Chaque coup faisait mouche. Mon chef de char a essayé de sortir par la tourelle pour voir si nous pouvions trouver une issue. Un obus l'aura touché avant qu'il n'ait pu descendre. Je me souviens encore du bruit. Je suis le seul de mon équipage à avoir survécu. Et encore, seulement parce que je me suis caché sous mon char détruit jusqu'à ce que les Français se retirent plusieurs heures plus tard. Bilotte continuait son travail méthodique de destruction. Chaque obus était soigneusement visé. Chaque tir comptait. Le 8e Panzer tomba à 5h54, touché par 2 obus en succession rapide. Le premier perça le blindage latéral. Le second fit exploser les munitions. Puis le 9e succomba à un obus de 75 qui traversa la caisse de part en part. Puis le 10e, un Panzer III qui tentait de charger le B1 bis dans un acte de bravoure désespéré, fut arrêté net à 30 mètres par un obus de 47 qui décapita littéralement sa tourelle. Los Hauptmann, von Seckendorf, réalisant enfin l'ampleur du désastre, tenta de faire demi-tour avec son propre char. Son Panzer III, reconnaissable à son antenne de commandement plus longue que celle des autres véhicules, essaya de se frayer un chemin à travers les débris. Mais le B1 bis était maintenant positionné près de l'église, sa silhouette massive bloquant la seule issue praticable du village. Von Seckendorf était pris au piège. Il n'y avait nulle part où fuir. À 5h58, 12 minutes après le premier coup de feu, le 11e Panzer fut détruit. C'était celui de von Seckendorf. L'obus de 75 le toucha au niveau du compartiment moteur, déclenchant un incendie immédiat. Les Hauptmann réussit à s'extraire par la tourelle, ses vêtements en feu. Il mourut de ses brûlures 3 heures plus tard, sans avoir jamais compris comment un seul char français avait pu anéantir sa colonne entière. Le 12e Panzer suivit 1 minute plus tard, touché par 2 obus de 75 en succession rapide. Son équipage en eut pas le temps de réagir. L'explosion fut si violente qu'elle projeta des débris jusqu'au clocher de l'église. Le 13e et dernier char de la colonne, un Panzer III, commandé par l'Oberleutnant Klaus Müller, tenta une dernière manœuvre désespérée. Müller, un officier de 24 ans qui avait survécu à la campagne de Pologne sans une égratignure, ordonna à son pilote de foncer directement vers le B1 bis, espérant peut-être éperonner le mastodonte français ou trouver un angle mort dans son blindage. C'était un acte de bravoure insensé, le genre de charge suicidaire que les manuels de tactique déconseillent formellement. Le Panzer III n'avait aucune chance contre le B1 bis en combat frontal. À 60 mètres de distance, Bilotte tira un dernier obus de 47 mm. Le projectile perça le blindage frontal du char allemand comme une aiguille chauffée à blanc traversant du beurre. L'explosion des munitions fut si puissante qu'elle projeta des débris jusqu'au toit de l'église, arrachant plusieurs tuiles centenaires. 6 heures du matin, 15 minutes exactement après le premier coup de feu. Le silence retomba sur Stone, un silence de mort rompu seulement par le crépitement des flammes et les gémissements lointains des blessés. 13 chars allemands brûlaient dans les rues du village, leurs carcasses noircies formant un monument improvisé à la puissance du char français. Plus de 50 soldats allemands avaient péri dans ces 15 minutes d'enfer. Le char Heer était toujours opérationnel. Son blindage portait les traces de 140 impacts d'obus et de balles. Pas un seul n'avait réussi à le percer.
Pierre Billotte ouvrit lentement la trappe de sa tourelle et contempla le carnage qu'il avait créé. Selon le témoignage de son chargeur, le caporal-chef Marquet, recueilli des années plus tard, le capitaine resta silencieux pendant de longues secondes, observant les flammes et la fumée. Puis il dit simplement, dès une voix parfaitement calme, « Signalez au commandement. Objectif atteint. 13 chars ennemis détruits. Aucune perte de notre côté. Demandons ravitaillement en munitions. » Puis il referma sa tourelle et ordonna à Durupt de faire reculer le char vers les lignes françaises pour se réapprovisionner. Ces 15 minutes à Stonne allaient marquer un tournant dans la perception allemande des chars français. Les Panzers, qui avaient traversé l'Europe avec une arrogance justifiée par leurs victoires faciles en Pologne et au Danemark, venaient de découvrir qu'ils n'étaient pas invincibles. Et cette leçon, apprise dans le sang et le feu d'un petit village ardennais, allait hanter la Wehrmacht pour le reste de Metz-Oderloch, la campagne de France et bien au-delà. Pour comprendre comment un seul char français avait pu accomplir un tel exploit, comment 32 tonnes d'édoissiers et 4 hommes avaient donc pu tenir tête à une colonne blindée entière, il faut remonter à la genèse du B1 bis. Et cette histoire commence bien avant la guerre, dans les bureaux d'essai-études et les usines de la France de le centre de guerre. La France des années 1920 était obsédée par une idée fixe, un traumatisme national qui influençait chaque décision politique et militaire. Plus jamais ça. Les 4 années de carnage dans les tranchées de la Grande Guerre avaient laissé des cicatrices indélébiles dans la conscience collective. Plus d'1,3 million Français étaient en mort, fauchés par les mitrailleuses, déchiquetés par les obus, gazés dans les tranchées. Des régions entières du nord et de l'Eschkolzet avaient été dévastées, transformées en paysages lunaires où rien ne poussait plus. Leurs économies avaient été ruinées. Une génération entière d'hommes jeunes avait été décimée. Les généraux français, survivants de ce cataclysme, étaient déterminés à ce qu'une telle catastrophe ne se reproduise jamais. Leur solution s'en appelait le char des assauts. Cette arme nouvelle, apparue sur les champs de bataille de la Somme et de Cambrai, avait démontré qu'il était possible de briser les lignes de tranchées sans sacrifier des divisions entières d'infanterie. Les chars pouvaient traverser les barbelés, écraser les nids de mitrailleuses, ouvrir la voie à l'infanterie. Pour les stratèges français, le char représentait l'espoir d'une guerre moins meurtrière, d'une victoire qui ne coûterait pas 1 million de vies. Dès 1921, l'état-major français lança un programme ambitieux pour développer ce qu'ils appelaient le char de bataille. Leur idée était simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Créer un véhicule blindé si puissant, si bien protégé, si lourdement armé, qu'il pourrait briser n'importe quelle ligne défensive ennemie. Un char qui serait une forteresse mobile, capable de traverser les champs de barbelés, les tranchées, les fossés anti-chars et les bunkers qui avaient leur coûté tant de vies pendant la Grande Guerre. Un char qui protégerait ses équipages contre les mitrailleuses et l'artillerie légère, les 2 grands tueurs de la guerre des tranchées. Le développement fut long, laborieux, semé d'éclats échecs et de remises en question. Les premiers prototypes, désignés SRB, puis SRA, furent des échecs techniques retentissants. Les moteurs n'étaient un temps pas assez puissants pour mouvoir les masses de blindage envisagées. Les suspensions SS effondraient sous le poids. Le blindage était insuffisant contre les armes anti-chars qui se perfectionnaient chaque année. L'armement était inadapté, soit trop faible pour justifier le poids du véhicule, soit trop lourd pour être efficacement utilisé. Mais les ingénieurs français persévérèrent avec une obstination qui tenait de la foi. Chaque échec apportait de nouvelles leçons. Chaque prototype défaillant menait à un modèle amélioré. Chaque problème technique était analysé, compris, résolu. En 1934, après 13 années de développement, le char B1 entra enfin en production dans les usines Renault de Billancourt. C'était déjà un monstre par les standards de l'époque.
28 tonnes de masse au combat, un blindage de 40 mm sur toutes les faces, un canon de 75 mm en casemate, capable de détruire n'importe quel blocos, un canon de 47 mm en tourelle pour le combat contre les véhicules blindés, 2 mitrailleuses pour la défense rapprochée, un équipage de 4 hommes protégés par plus d'acier que Nouan possédait certains navires de guerre. Mais les ingénieurs n'étaient pas satisfaits. Ils savaient que les Allemagnes travaillaient sur ses propres chars. Ils savaient qu'Adolf Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, réarmait les Allemagnes à marche forcée. Ils savaient qu'une course aux armements était inévitable, et ils voulaient gagner cette course. Le B1 devait être amélioré, perfectionné, rendu invincible. Le B1 bis, la version améliorée qui allait devenir légendaire à Stone, apparut en 1937. Les modifications étaient substantielles. Le blindage frontal passa de 40 à 60 mm, une augmentation de 50% qui le rendait pratiquement invulnérable aux armes anti-chars standards de l'époque. Le moteur fut remplacé par un Renault plus puissant de 307 chevaux, compensant partiellement l'augmentation de poids. Le canon de tourelle fut amélioré avec un tube plus long, offrant une meilleure vélocité initiale et donc une meilleure capacité de pénétration. Le système de refroidissement fut repensé pour les climats chauds. La transmission fut renforcée. Chaque aspect du char avait été repensé, optimisé, perfectionné par des ingénieurs qui savaient que leur machine serait un jour mise à l'épreuve du feu. Les usines Renault, AMX et FCM produisirent 369 B1 bis entre 1937 et 1940. Chaque char nécessitait plus de 18 mois de travail intensif. Chaque véhicule représentait un investissement colossal en heures de travail qualifiées, en matériaux précieux, en technologie de pointe. Le coût unitaire dépassait 1 500 000 francs de cette époque, l'équivalent de plus de 15 millions d'euros actuels. S'ils étaient le prix d'une petite usine, investie dans une seule machine de guerre. Ce prix astronomique est expliqué par la complexité extraordinaire du véhicule. Le système de transmission, par exemple, était une merveille d'ingénierie mécanique qui faisait l'admiration des experts étrangers. Le pilote contrôlait le char grâce à un ensemble de leviers, de pédales et de manettes qui lui permettaient de gérer simultanément la direction, la vitesse et le pointage de l'obusier de 75. Ce système, appelé direction Naeder du nom de son inventeur, permettait au pilote de viser le canon principal en faisant pivoter le char entier, avec une précision de quelques dixièmes de degré. Aucun autre char au monde ne possédait un tel système. Mais cette sophistication avait un prix. Le système était si complexe qu'il fallait 6 mois pour former un conducteur de B1 bis. 6 mois d'entraînement intensif, quotidien, pour maîtriser tous les aspects de cette machine. Le sergent-chef du Rupt avait décrit cette formation dans ses mémoires avec une franchise éclairante. Conduire un B1 bis, ce n'était pas comme conduire une voiture ou même un camion. Si elles étaient comme jouer un instrument de musique extrêmement complexe. Chaque mouvement devait être précis, coordonné, automatique. Les mains sur les leviers de direction, les pieds sur les pédales d'accélérateur et de frein, les yeux passant constamment du périscope au viseur du 75. Et en plus de conduire, je devais viser et tirer le canon principal. Pendant les premiers mois, j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser à force d'essayer de tout faire en même temps. Mais une fois qu'on maîtrisait la machine, c'était magique. Le char devenait une extension de soi-même. On ne pensait plus aux commandes. On pensait simplement à ce que l'on voulait faire, et le char le faisait. Le blindage du B1 bis mérite une attention particulière, car c'est lui qui permit les exploits de Stone. Les plaques des aciers étaient coulées selon un procédé spécial développé par les aciéries françaises de Saint-Chamond et du Creusot, les mêmes qui avaient produit les blindages des cuirassés de la Marine nationale. Un acier contenait une proportion précise de nickel et de chrome
soigneusement calculée par les métallurgistes, qui lui donnaient une dureté exceptionnelle, tout en conservant une certaine élasticité. Cette combinaison était cruciale pour la protection balistique. Un blindage trop dur se fissurerait sous l'impact, permettant aux éclats de pénétrer à l'intérieur. Un blindage trop souple serait tout simplement percé. Les métallurgistes français, héritiers d'une tradition sidérurgique séculaire, avaient trouvé l'équilibre parfait. Les tests de tir effectués au polygone de Bourges en 1938 avaient démontré l'efficacité de ce blindage de façon spectaculaire. Un canon anti-char allemand de 37 mm, le fameux PAK-36, que les Allemands considéraient comme leur arme anti-char standard, avait tiré 50 obus perforants à 100 mètres de distance sur une plaque de blindage B1 bis montée verticalement. Aucun n'y avait pénétré. Les obus laissèrent des marques superficielles, des étoiles brillantes sur le jacier gris, mais ne traversaient pas. Les observateurs allemands présents à ces tests, invités dans le cadre d'échanges militaires, encore courants à cette époque, étaient repartis visiblement troublés. Leurs rapports à Berlin soulignaient la menace que représentait ce char français. Mais ces rapports furent classés et oubliés par un haut commandement convaincu de la supériorité technique allemande. Les armements du B1 bis était tout aussi impressionnant que son blindage. Le canon de 75 mm APX, modèle 1935, logé dans la caisse à droite du pilote, tirait un obus de 6 kg à une vitesse initiale de 470 mètres par seconde. À 1000 mètres de distance, cet obus perforant pouvait percer 60 mm de blindage, plus que n'importe quel char allemand n'en possédait. L'obus explosif contenait 600 grammes de mélinite, un explosif puissant capable de détruire un blockhaus de campagne ou de désorganiser une section des infanteries. Le char emportait 74 de ces obus, suffisamment pour un engagement prolongé. Le canon de tourelle, le SA-35 de 47 mm, était considéré par les experts internationaux comme le meilleur canon anti-char du monde en 1940. Sa vélocité initiale de 800 mètres par seconde lui permettait de percer 40 mm de blindage à 1000 mètres, avec une trajectoire plate qui facilitait la visée. Contre les panzers allemands, dont aucun ne possédait plus de 30 mm de blindage frontal à cette époque, c'était plus que suffisant. Un seul coup bien placé, un seul obus de 1 kg 600 g lancé à la vitesse d'une balle de fusil, suffisait à détruire n'importe quel char ennemi. Mais le B1 bis avait aussi ses faiblesses, et l'honnêteté historique exige de les mentionner. Sa consommation de carburant était énorme, plus de 200 litres au 100 km en terrain difficile. Son autonomie limitée à 140 km sur route, moins de 60 en combat, imposait une logistique complexe. Sa mécanique sophistiquée nécessitait un entretien constant et des techniciens hautement qualifiés. Sa vitesse maximale de 28 km à l'heure sur route, 20 en tout terrain, en faisait une proie facile pour l'aviation. Et son équipage de 4 hommes, aussi compétent soit-il, était sollicité au-delà du raisonnable, chacun devant accomplir plusieurs tâches simultanément. Ses faiblesses allèrent jouer un rôle crucial dans la défaite finale de la France. Mais ce matin-là, à Stone, dans ce village ardennais transformé en champ de bataille, aucune d'entre elles ne m'importait. Ce qui importait, c'était le blindage impénétrable, les canons dévastateurs et le courage inébranlable de l'équipage. Ce qui importait, c'était que le capitaine Pierre Billotte et ses 3 hommes disposaient de l'armes parfaites pour accomplir ce qui semblait impossible. Leur exploit du capitaine Billotte n'était pas un incident isolé, une anomalie statistique dans le chaos de la campagne de France. Stone allait devenir l'une des batailles les plus féroces de mai 1940, un affrontement d'une violence inouïe qui verrait le village changer de main 17 fois en autant de jours. Et les B1 bis allaient y jouer un rôle central, prouvant encore et encore, jour après jour, leur supériorité technique sur les blindés allemands.
Après le premier engagement du 16 mai, l'exploit de Billotte, les Allemands comprirent qu'ils avaient sous-estimé leurs adversaires. Le haut commandement de la 10e Panzer-Division envoya des renforts massifs vers Stonne. Le village, perché sur un promontoire dominant la vallée de la Meuse et les routes menant à Sedan, contrôlait une position stratégique vitale pour les deux camps. Pour les Allemands, sa capture était nécessaire pour sécuriser leur tête de pont sur la Meuse. Pour les Français, sa défense était le dernier espoir de colmater la brèche ouverte dans leurs lignes. Au cours des 17 jours suivants, du 16 mai au 1er juin 1940, Stonne changea de main 17 fois. Chaque assaut allemand, chaque contre-attaque française ajoutait de nouvelles ruines à ce qui avait été un paisible village ardennais. Les maisons étaient détruites une par une. L'église fut touchée à plusieurs reprises. Le cimetière fut labouré par les obus. Les rues devinrent des charniers où les cadavres s'entassaient sans que personne n'eût le temps de les enterrer. Le général d'armée Charles Hunziger, commandant la 2e armée française, avait compris l'importance de Stonne dès les premiers jours de la bataille. Dans ses ordres du 17 mai, consignés dans les archives militaires françaises, il écrivait avec une clarté brutale « Le village de Stonne doit être tenu à tout prix. Sa perte ouvrirait définitivement aux Allemands la route de Sedan et compromettrait l'ensemble de notre dispositif défensif sur la Meuse. Toutes les ressources disponibles, tous les chars, toute l'artillerie, toute l'infanterie doivent être engagées pour sa défense. La perte de Stonne serait la perte de la bataille. » Parmi ces ressources précieuses se trouvaient les B1 bis de la 3e division cuirassée, l'égélite de l'arme blindée française. La 3e division cuirassée du général Antoine Brocard représentait ce que la France avait de mieux en matière de forces blindées. Ces 2 bataillons de B1 bis, les 41e et 49e bataillons de chars de combat, alignaient à eux deux près de 70 chars lourds au début de la campagne. J'étais une force formidable, capable théoriquement de repousser n'importe quelle attaque blindée allemande. Chaque char était commandé par un officier expérimenté. Chaque équipage avait été formé pendant des mois aux subtilités de leurs machines. Ils étaient prêts. Le 17 mai au matin, les Allemands lancèrent leur grande offensive contre Stonne. 3 divisions d'infanterie, la 1re, la 2e et la 10e division d'infanterie motorisée, appuyées par des éléments blindés de la 10e Panzer-Division et le célèbre régiment des élites Großdeutschland, convergèrent vers le village depuis 3 directions. Segrento était une force écrasante, plus de 30 000 hommes et 200 blindés contre quelques milliers de défenseurs français. Mais cette fois, les Allemands savaient à quoi s'en attendre. Les rapports de leurs engagements de la veille et pour les anéantissements de la colonne de 13 Panzers par un seul char français avaient circulé dans toutes les unités. Les équipages des Panzers avaient été briefés sur le monstre français qui les attendait. On leur avait montré les photos des chars détruits, les témoignages des rares survivants. On leur avait expliqué que leurs canons de 37 mm étaient impuissants contre le blindage du B1 bis. On leur avait dit de ne pas engager ces chars frontalement, de chercher les flancs, les arrières, les points faibles. Mais surtout, on leur avait dit d'avoir peur. L'Oberst Hermann Balck, commandant le régiment d'infanterie motorisée qui devait mener les assauts principal sur Stonne, avait réuni ses officiers la veille au soir pour un briefing qui est resté dans les annales de la Wehrmacht. Ces mots, consignés par son aide de camp, révèlent à quel point les Allemands prenaient au sérieux la menace des chars français. Messieurs, nous savons maintenant que les chars français B1 bis ne peuvent pas être détruits par nos canons anti-chars standards. Le PAC 36 est inutile contre eux, à moins de tirer dans les arrières à bout portant. Nous devons utiliser des autres moyens pour neutraliser ces monstres. Leur artillerie lourde de 105 mm peut les détruire, mais elle est trop lente à déployer. Leur aviation peut les atteindre, mais ils sont difficiles à repérer depuis le ciel,
Les mines anti-chars peuvent les immobiliser, mais nous en avons pas assez. Alors que nous reste-t-il? Les grenades à main. Oui, messieurs, des grenades à main contre des colosses de 32 tonnes. Nos fantassins devront s'approcher suffisamment près pour jeter des charges explosives dans les ouvertures de vision ou sur les grilles de ventilation. C'est du suicide, je le sais, mais c'est notre seule option. Cette dernière instruction montrait à quel point les Allemands étaient désespérés face au B-1 bis. Demander à des fantassins armés de grenades d'attaquer des chars de 32 tonnes relevait effectivement du suicide. Mais face à un adversaire, qu'ils ne pouvaient pas détruire avec leurs armes conventionnelles, les commandants allemands n'inventent pas d'autre choix. Pourtant, c'est exactement ce qui se passa. Les combats du 17 mai furent d'une violence inouïe, d'une brutalité qui choqua même les vétérans des deux camps. Les fantassins allemands du régiment Großdeutschland, considérés comme Elite de l'Armée allemande, lancèrent des assauts suicidaires contre les B-1 bis qui défendèrent le village. Armés de grenades concentrées, des charges explosives improvisées, composées de plusieurs grenades attachées ensemble avec du fil de fer, ils rampaient à travers les ruines, se cachaient dans les cratères d'Osobu et tentèrent de s'approcher suffisamment près des chars français pour jeter leurs charges dans les fentes de vision ou sur les grilles de ventilation des moteurs. Le lieutenant Günther Weber, du régiment Großdeutschland, l'un des rares officiers de son bataillon à survivre au combat de Stone, laissa un témoignage poignant de ses assauts désespérés. Dans une lettre à sa famille, écrite quelques jours plus tard depuis un hôpital de campagne, où il se remettait de ses blessures, il décrivait l'horreur de ces combats rapprochés. Nous avons rampé à travers les ruines pendant des heures pour nous approcher des seins de ces chars monstrueux. Le sol était couvert de cadavres de nos camarades qui avaient tenté la même chose avant nous. Le odeur était insupportable. Nous avancions centimètre par centimètre, nous cachant derrière chaque pierre, chaque morceau de mur effondré. Le char français était immobile, sa tourelle tournant lentement, cherchant des cibles. Quand nous sommes finalement arrivés assez près, à moins de 10 mètres, pour lancer nos grenades, le char nous a vus. Il a fait demi-tour et a roulé sur notre position. Ses chenilles ont écrasé tout sur leur passage. 3 de mes meilleurs camarades sont morts sous ces chenilles, aplatis comme des insectes. J'ai survécu uniquement parce que je suis tombé dans un trou d'Osobu au moment de leurs impacts. Je les ai entendus mourir. Je ne t'oublierai jamais ces cris. Malgré ces sacrifices héroïques, les B-1 bis continuaient de faire des ravages parmi les forces allemandes. Le char Rickwir, commandé par le lieutenant Jean Malagouti du 41e bataillon de chars, détruisit à lui seul 11 véhicules ennemis dans la journée du 17 mai, dont 2 Panzer III et 4 blindés légers. Le char Sousse, sous les ordres du sous-lieutenant François Lehoux, en abattit 9, dont un Panzer IV qui tentait de les engager frontalement. Et le char Heure de Billotte, réapprovisionné et sommairement réparé après l'engagement de la veille, retourna au combat et détruisit 6 autres blindés allemands, avant qu'une panne de transmission ne le force à se replier pour maintenance. Les Allemands apprirent cependant, au prix de lourdes pertes, à exploiter les faiblesses des B-1 bis. L'autonomie limitée des chars français signifiait qu'ils devaient se replier régulièrement vers le arrière pour faire le plein de carburant. Ces ravitaillements, qui prenaient 20 à 30 minutes, laissaient les chars vulnérables. Les Panzers, informés par leurs observateurs avancés, attendirent ces moments pour contre-attaquer. La mécanique complexe des B-1 bis les rendait également susceptibles aux pannes. À la fin de la bataille de Stone, plus de B-1 bis furent perdus à cause de problèmes mécaniques, principalement des pannes de transmission et de systèmes de refroidissement, que de l'ussaction ennemie directe. Mais la menace la plus grave venait du ciel. La Luftwaffe, disposant d'une supériorité aérienne écrasante après les pertes catastrophiques de l'armée de l'air française lors des premiers jours de combat, pouvait attaquer les chars français en toute impunité.
Les Junkers 87. Stuka, ces bombardiers en piqué dont les sirènes terrifiaient les troupes alliées partout en Europe, s'en acharnaient particulièrement sur les B-1 bis. Ces chars, les plus puissants et les plus dangereux de l'arsenal français, étaient des cibles prioritaires. Chaque B-1 bis détruit représentait des dizaines de soldats allemands épargnés. Leur blindage supérieur les rendait certes plus résistants aux bombes que les chars légers français. Une bombe de 50 kg qui aurait détruit un Renault R35 ne faisait que secouer un B-1 bis. Mais une bombe de 500 kg, larguée directement sur un char par un Stuka en piqué, pouvait le détruire quel que soit son blindage. Et les Stuka étaient nombreux au-dessus de Stone. Le 19 mai, le char Tunisie du 49e bataillon fut détruit par un Stuka pendant qu'il se réapprovisionnait en carburant à l'arrière du village. L'avion allemand avait repéré le char immobile, entouré de bidons de carburant et de soldats affairés au ravitaillement. La bombe de 250 kg toucha le char presque directement. Les explosions des réservoirs de carburant, ajoutées à celles de la bombe, tua les 4 membres de l'équipage et les 3 soldats qui effectuaient le ravitaillement. Des autres soldats français, qui se trouvaient à proximité, furent grièvement brûlés. Ce n'était pas un combat entre adversaires égaux. C'était un massacre, et il se répétait jour après jour sur tout le front, partout où les chars français tentèrent de résister. Malgré ces pertes terribles, les B-1 bis continuèrent de se battre avec une ténacité qui forçait l'admiration même de leurs adversaires. Le 20 mai, les Français reprirent Stone pour la 10e fois, menés par une charge de 5 B-1 bis qui écrasèrent les positions allemandes. Le 22 mai, ils le perdirent à nouveau face à une attaque combinée d'infanterie et de bombardiers. Le 24 mai, une contre-attaque désespérée de la 3e division cuirassée permit de le reprendre une fois de plus, au prix de 8 chars perdus. À chaque bataille, à chaque assaut, à chaque contre-attaque, les B-1 bis jouaient un rôle crucial, brisant les offensives allemandes ou menant les charges françaises. Les pertes étaient lourdes des deux côtés, mais particulièrement dévastatrices pour les Allemands en termes de blindés. À la fin de la bataille de Stone, le 25 mai, lorsque les Français furent finalement forcés d'abandonner définitivement le village face à l'effondrement général du front, la 3e division cuirassée avait perdu 43 de ses B-1 bis, soit plus de 60% de son effectif initial. C'était une perte terrible. Mais les Allemands avaient payé un prix encore plus lourd. Les documents capturés après la guerre, méticuleusement analysés par les historiens militaires, révélèrent que la 10e Panzer-Division avait perdu 107 chars et véhicules blindés dans les combats autour de Stone. Le régiment d'élite Großdeutschland, fer de lance de l'assaut allemand, avait subi plus de 3000 morts et blessés, près de la moitié de ses effectifs. Le général Heinz Guderian lui-même, le père de la doctrine blindée allemande et l'architecte de la percée de Sedan, admit dans ses mémoires publiés après la guerre que Stone avait été l'un des combats les plus durs de toute la campagne de France. Il ajoutait avec une franchise inhabituelle pour un officier allemand de cette époque: « Les chars français B-1 bis se sont avérés être des adversaires redoutables, bien plus dangereux que tout ce que nous avions rencontré en Pologne. Nos panzers ne pouvaient pas les détruire dans un combat frontal. Nous avons dû développer de nouvelles tactiques, impliquant leur aviation, leur artillerie lourde et les assauts des infanteries coordonnés, et attendre leur arrivée de canons plus puissants pour pouvoir les affronter sur un pied d'égalité. » La bataille de Stone prit officiellement fin le 25 mai 1940, lorsque les dernières unités françaises, épuisées et à court de munitions, furent forcées d'abandonner le village aux Allemands. La France, submergée sur tous les fronts par la Blitzkrieg, s'en effondrait. Les armistices seraient signés moins d'1 mois plus tard, le 22 juin, dans le même wagon de chemin de fer où l'Allemagne avait capitulé en 1918. Mais la légende des B-1 bis, elle,
allait survivre à la défaite nationale. Dans les semaines qui suivirent Stone, alors que la France s'en effondrait sous les coups de la guerre éclair allemande, les B-1 bis continuèrent de se battre avec une efficacité remarquable partout où ils étaient engagés. À Landrecies, dans le nord, le 17 mai, le char bourrasque du capitaine Jacques Biot, frère cadet de Pierre, détruisit à lui seul 7 chars allemands et plusieurs véhicules blindés avant de manquer de munitions. Jacques Biot survécut à ce combat et à la guerre, devenant après la libération l'un des proches collaborateurs du général de Gaulle. À Flavion, en Belgique, le 15 mai, les B-1 bis de la 1re division cuirassée avaient de stopper net une attaque de la 7e Panzer-Division, commandée par un certain général Erwin Rommel, le futur renard du désert. Les chars français infligèrent des pertes sévères au Panzer de Rommel, détruisant plus de 20 blindés allemands avant d'être finalement débordés par les flancs et forcés de se replier faute de carburant. Rommel lui-même faillit être tué dans cet engagement, son véhicule de commandement ayant été touché par un obus de 75 qui manqua de peu le compartiment de conduite. Partout où les B-1 bis pouvaient combattre dans des conditions favorables, c'est-à-dire avec du carburant suffisant, un soutien d'infanterie adéquat et une couverture aérienne minimale, ils dominaient le champ de bataille. Les panzers allemands, ces machines de guerre qui avaient écrasé la Pologne en 3 semaines et terrorisé l'Europe, étaient impuissants face aux forteresses roulantes françaises. 1 contre 1, le B-1 bis était invincible. Même à 3 contre 1, les panzers avaient peu de chance. Mais ces conditions favorables étaient rarement réunies dans le chaos de la campagne de France. Le manque chronique de carburant immobilisait des chars entiers, les transformant en cibles statiques pour l'aviation allemande. Les pannes mécaniques, inévitables avec des machines aussi complexes, en neutralisaient pour d'autres. Leur absence totale de couverture aérienne, après la destruction de l'armée de l'Algérie française lors des premiers jours de combat, exposait les chars aux attaques incessantes des Stuka. Et surtout, la doctrine des emplois françaises, héritée des conceptions de la Grande Guerre, dispersait les chars en petites unités de soutien à l'infanterie, plutôt que de les concentrer en formations blindées puissantes, capables de percer les lignes ennemies. Les historiens militaires ont longuement débattu de cette question fondamentale depuis la fin de la guerre. Comment la France, qui possédait les meilleurs chars du monde en 1940, avait-elle pu perdre la guerre si rapidement, si complètement? La réponse, complexe et douloureuse, ne réside certainement pas dans la qualité du matériel ou dans le courage des équipages. Elle réside dans la façon dont ce matériel fut utilisé, ou plutôt mal utilisé. Le colonel français Pierre Le Goyet, dans son étude classique sur la défaite de 1940, publiée en 1965 et devenue une référence incontournable, résuma ainsi le problème avec une lucidité cruelle. Nous avions les meilleurs chars du monde. Nous avions les meilleurs soldats, formés et motivés. Nous avions plus de blindés que les Allemands. Mais nous les avons utilisés de la pire façon possible. Nos B-1 bis auraient pu percer les lignes allemandes à Sedan et marcher sur Berlin. Ils en avaient la puissance. Au lieu de cela, nos généraux les ont éparpillés en petits paquets de 5 ou 10 chars le long de tout le front, les condamnant à être submergés un par une armée ennemie qui, elle, avait compris que la concentration était la clé de la victoire blindée. Nous avions l'épée. Nous l'y avons brisé en 100 morceaux. Cette analyse est confirmée par les documents allemands capturés après la guerre. Le général Erich von Manstein, l'architecte du plan des invasions de la France, connu sous le nom de coup de faucille, écrivit dans ses mémoires avec une franchise désarmante. Si les Français avaient concentré leurs chars lourds en une seule force blindée et les avaient lancés contre notre axe de pénétration principal à travers les Ardennes, nous aurions été en très grande difficulté. Leurs B-1 bis étaient pratiquement invulnérables à nos armes standards. Une division entière de ces monstres, lancés contre notre flanc au moment de la percée de Sedan, aurait pu couper nos lignes de communication
et transformer notre victoire en désastre. Heureusement pour nous, heureusement pour l'Allemagne, ils les ont dispersés le long de tout le front, nous permettant de les détruire par petits groupes isolés. La bataille de France n'a pas été gagnée par la supériorité de nos armes, mais par la supériorité de notre doctrine. Le capitaine Pierre Billotte survécut à la campagne de France, mais de justesse. Capturé le 20 mai 1940 après que son char, Heure, eût été définitivement immobilisé par une panne de transmission irréparable sur le terrain, il fut envoyé dans un camp de prisonniers en Allemagne, l'Enoflag 4D, à Hoyerswerda. Mais Pierre Billotte n'était pas homme à accepter la captivité. En 1941, après des mois de préparation minutieuse, il réussit l'une des évasions les plus spectaculaires de la Seconde Guerre mondiale. Traversant à pied l'Allemagne nazie, puis la Suisse neutre, puis la France occupée en évitant les patrouilles allemandes et les collaborateurs français, Billotte atteignit finalement l'Espagne après des semaines de marche épuisantes. De là, il gagna l'Angleterre, où il rejoignit immédiatement les forces françaises libres du général de Gaulle. Son évasion, son périple de plus de 1500 kilomètres à travers l'Europe en guerre, devint légendaire parmi les Français libres. Elle témoignait du même courage, de la même détermination qui l'avait animé ce matin de mai à Stonne. Billotte continua à servir avec distinction tout au long de la guerre. Promu commandant puis lieutenant-colonel, il participa aux campagnes d'Est-Afrique du Nord et d'Esbovitalie. Mais son heure de gloire finale vint en août 1944, lors de la libération de Paris. Commandant un groupement blindé de la 2e division blindée du général Leclerc, Billotte fut parmi les premiers officiers français à entrer dans la capitale. Un des premiers chars à pénétrer dans Paris ce jour historique était un Sherman M4 baptisé Heure-Deux, en hommage au B1 bis qu'il avait commandé à Stonne exactement 4 ans et 3 mois plus tôt. La boucle était bouclée. Après la guerre, Billotte poursuivit une brillante carrière militaire et politique. Il devint général de corps des armées, servit comme chef des états-majors des forces terrestres, fut brièvement ministre de la Défense dans le gouvernement du général de Gaulle en 1955. Il écrivit plusieurs ouvrages sur la stratégie militaire et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais parlait rarement de Stonne. Dans une rare interview accordée à un journaliste du Figaro en 1975, il expliqua pourquoi, avec une modestie caractéristique, ce qui s'en est passé ce matin-là n'était pas extraordinaire. Ce n'était pas de l'héroïsme au sens où on l'entend habituellement. N'importe quel officier de char français, dans les mêmes circonstances, avec le même équipage et le même matériel, aurait fait exactement la même chose. Nous avions été formés pour cela pendant des années. Nous avions les meilleures machines du monde entre les mains. La vraie tragédie, la vraie tristesse, ce n'est que nous n'avons pas pu gagner la guerre avec ces machines. Et ça, c'est une blessure qui ne guérit jamais. Les survivants allemands de la bataille de Stonne gardèrent eux aussi le souvenir de ces journées terribles jusqu'à la fin de leur vie. Le Feldwebel Hans Krüger, qui avait témoigné de façon si éloquente sur l'invulnérabilité des B1 bis, devint, après la guerre, un historien amateur spécialisé dans l'histoire des blindés. En 1978, il publia un article dans une revue allemande der Histoire militaire, la Militärgeschichtliche Mitteilungen, dans lequel il écrivait avec le recul de près de 4 décennies. Nous avons appris à Stonne une leçon que nous n'aurions jamais dû oublier. La supériorité technologique ne garantit pas la victoire. Mais nous avons aussi appris que sous-estimer son ennemi, mépriser ses capacités, ignorer ses forces, est la plus grave des erreurs qu'un soldat puisse commettre. Les Français avaient construit le meilleur char du monde. Nous avons eu de la chance, beaucoup de chance, qu'elle n'ait pas su comment l'utiliser au niveau stratégique. Tactiquement, char contre char, homme contre homme, il nous était supérieur. Je le sais. J'y étais. J'y ai vu mes camarades mourir. Aujourd'hui, plus de 80 ans après les événements, le village de Stonne est redevenu un paisible,
hameau ardennais de quelques centaines de habitants. Les ruines ont été reconstruites. Les cratères ont été comblés. Les champs, labourés par les obus pendant 17 jours de combats acharnés, produisent à nouveau du blé et du colza. Mais la mémoire de la bataille perdure. Un musée retrace l'histoire de ces journées sanglantes de mai 1940. Des photographies de cette époque montrent le village avant la bataille, paisible et prospère, puis après, transformé en champ de ruines. Des documents militaires, français et allemands, expliquent les enjeux stratégiques et tactiques. Des témoignages de survivants, enregistrés avant leur disparition, racontent les horreurs et la grandeur de ces combats. Des plaques commémoratives honorent les soldats tombés des deux camps, rappelant que la guerre fait des victimes de tous les côtés. Et dans un champ à la sortie du village, sur le lieu exact où le capitaine Pierre Billotte positionna son char Heure ce matin du 16 mai 1940, une stèle de granit porte ces mots gravés dans la pierre. Ici, le 16 mai 1940, le capitaine Pierre Billotte et les équipages du char B1 bis Heure ont détruit 13 chars ennemis en 15 minutes, démontrant la valeur du soldat français et la qualité de l'industrie française. Chaque année, le 16 mai, une cérémonie commémorative réunit des représentants de l'armée française, des élus locaux, des descendants des combattants et quelques historiens passionnés pour honorer cette mémoire. Le char Heure, lui-même, n'a une fois pas survécu à la guerre. Après l'exploit du 16 mai et les combats des jours suivants, il fut réparé à plusieurs reprises par les équipes de maintenance de la 3e division cuirassée. Mais le 21 mai 1940, alors qu'il se réapprovisionnait en carburant et en munitions à l'arrière des lignes françaises, il fut repéré par un avion de reconnaissance allemand. 1 heure plus tard, une formation de Stukas attaqua la position. Le char Heure fut détruit par une bombe de 500 kg qui le toucha presque directement. L'équipage, qui se mettait abrité dans un fossé à proximité pendant le ravitaillement, survécut à l'attaque. Le char, lui, ne fut plus qu'un amas de métal tordu et noirci. Son épave fut récupérée par les Allemands après la chute de la France et envoyée dans un centre d'études techniques près de Berlin, où des ingénieurs allemands l'étudièrent minutieusement pour comprendre les secrets de son blindage et de son armement. Mais d'autres B1 bis ont survécu à la guerre, et certains sont parvenus jusqu'à nous. Le musée des blindés de Saumur, la plus grande collection de chars du monde, possède plusieurs exemplaires soigneusement restaurés. Parmi eux se trouve le célèbre Mistral, qui participa au combat de mai 1940 sur un autre secteur du front. Ces chars, méticuleusement entretenus par des passionnés et des conservateurs dévoués, témoignent du génie de l'industrie française de l'entre-deux-guerres. Les visiteurs qui les contemplent aujourd'hui, qui se tiennent devant ces mastodontes de 32 tonnes avec leurs silhouettes caractéristiques, ont parfois du mal à imaginer que ces machines étaient, il y a plus de 80 ans, les maîtres incontestés du champ de bataille, capables de défier et de vaincre n'importe quel blindé ennemi. L'historien militaire américain Steven Zaloga, spécialiste reconnu de la Seconde Guerre mondiale et auteur de nombreux ouvrages de référence sur les blindés, a écrit dans son étude sur les chars français de 1940. Le B1 bis représente l'un des grands mystères de l'histoire militaire. La France possédait en 1940 le char le plus puissant du monde, et elle en possédait près de 400, en quantité significative pour mener des opérations majeures. Pourtant, elle a perdu la guerre en 6 semaines. Cette défaite, l'une des plus rapides et des plus complètes de l'histoire militaire moderne, ne peut s'expliquer que par des erreurs doctrinales et stratégiques d'une ampleur colossale. Le B1 bis lui-même n'avait aucune responsabilité dans cette défaite. Au contraire, partout où il a pu combattre dans des conditions raisonnables, il a démontré une supériorité écrasante sur tous ses adversaires.
L'histoire du B-1 bis est une tragédie, la tragédie d'une arme magnifique gaspillée par des commandants qui ne comprenaient pas comment l'utiliser. Les statistiques globales de la campagne de France confirment cette analyse amère. Les B-1 bis, malgré leur nombre limité et leur dispersion sur tout le front, ont détruit plus de 130 chars allemands confirmés pendant les 6 semaines de combat. Ce chiffre, basé sur les rapports de combat vérifiés et recoupé avec les pertes allemandes documentées, est probablement très inférieur à la réalité, car de nombreuses destructions ne furent jamais rapportées dans le chaos de la retraite. Le ratio des échanges était largement en faveur des Français. Pour chaque B-1 bis perdu au combat, que ce soit par action directe de l'ennemi ou par bombardement aérien, les Allemands perdaient en moyenne 3 blindés. Et la majorité des B-1 bis perdus pendant la campagne le furent non pas à cause de actions ennemies directes, mais à cause de pannes mécaniques irréparables sur le terrain ou du manque de carburant qui forçait les équipages à abandonner leurs machines. Ces chiffres racontent une histoire très différente de celle que la propagande allemande tenta d'imposer pendant et après la guerre. Pendant des décennies, la version officielle nazie, reprise sans esprit critique par de nombreux historiens occidentaux pendant la guerre froide, présenta les panzers comme des machines supérieures, techniquement en avance sur leur temps, qui avaient balayé les forces françaises grâce à leur qualité intrinsèque et à leur modernité. La réalité, révélée par l'ouverture des archives et les travaux des historiens depuis les années 1980, était exactement inverse. Les chars français étaient individuellement supérieurs aux panzers allemands en 1940. Leur blindage était plus épais, leur armement était plus puissant, leur qualité de fabrication était excellente. Ces aidaient aux utilisations stratégiques qui en fut faite, la dispersion en petites unités, l'absence de concentration, le manque de doctrine offensive qui causa la défaite. Le général Charles de Gaulle lui-même avait prédit ce désastre des années avant qu'il ne se produise. Dans son livre prophétique « Vers l'armée de métier », publié en 1934, 6 ans avant la débâcle, de Gaulle avait plaidé avec passion pour la création de divisions blindées concentrées, composées de chars lourds, de fantassins motorisés et d'aides artilleries mobiles, capables de percer les lignes ennemies et d'aider exploiter en profondeur les brèches créées. Il décrivait avec une précision troublante les tactiques que les Allemands utiliseraient contre la France. Ces idées, considérées comme trop audacieuses, trop offensives pour une nation traumatisée par les pertes de la Grande Guerre, furent rejetées par l'état-major français, prisonnière d'une doctrine défensive héritée de 1918. Ironiquement, tragiquement, ce furent les Allemands qui adoptèrent les idées de Gaulle, les intégrèrent dans leur doctrine de la Blitzkrieg et les retournèrent contre la France avec une efficacité dévastatrice. Cette leçon douloureuse allait hanter les militaires allemands pour le reste de la guerre. Dès 1941, alors que la Wehrmacht se préparait à envahir l'haute Union soviétique, les bureaux des études allemands reçurent le ordre de développer des chars capables de rivaliser avec le B-1 bis et avec les nouveaux chars soviétiques comme le T-34 et le KV-1, dont les premiers rapports commençaient à arriver. Le résultat de ces efforts fut le Panzer IV à canon long de 75 mm, puis le Panther avec son blindage incliné et son canon de 75 à haute vélocité, puis finalement le Tiger avec son blindage de 100 mm et son canon de 88 mm. Chacun de ces chars était, à sa manière, une réponse directe aux défis posés par les chars lourds français et soviétiques. Le Tiger, en particulier, avec sa masse de 57 tonnes, son blindage frontal de 100 mm et son canon capable de détruire nous à n'importe quel char allié à plus de 2 km, était un descendant spirituel direct du B-1 bis. Ça était une tentative de créer une forteresse mobile aussi impénétrable que le monstre français qui avait terrorisé les Panzers à Stone, une machine que rien ne pourrait arrêter. Les ingénieurs allemands qui le conçurent
avaient étudié les B-1 bis capturés, avaient analysé leur blindage, avaient mesuré leurs canons. Ils avaient appris et ils avaient reconstruit quelque chose de plus grand encore. Mais le concept, les idées d'aider un char lourd invulnérable dominant le champ de bataille par sa puissance brute, étaient françaises. Mais au-delà des considérations techniques et des leçons militaires, l'histoire de Stone porte un message plus profond et plus universel. Elle nous rappelle que la bravoure individuelle peut faire une différence, même face à des adversaires supérieurs en nombre, même dans les moments les plus désespérés. Elle nous enseigne que la qualité peut triompher de la quantité, que le courage peut compenser les désavantages, au moins pendant un temps, au moins dans certaines circonstances. Et elle nous montre que les plus grandes défaites nationales peuvent contenir des moments de gloire qui méritent d'être préservés dans la mémoire collective. Des exemples de ce que l'homme est capable d'accomplir quand il est poussé dans ses derniers retranchements. Le capitaine Pierre Billotte est mort le 10 juin 1992, à l'âge de 86 ans, dans sa maison de Neuilly-sur-Seine. Lors de ses funérailles nationales, célébrées aux Invalides en présence du président de la République François Mitterrand, plusieurs généraux en activité et de nombreux anciens combattants, le président rendit hommage à un soldat qui incarna le meilleur de la France dans ses heures les plus sombres, un homme qui refusa de se résigner à la défaite et qui, par son courage et sa détermination, montra au monde que l'esprit français ne pouvait pas être vaincu. Parmi les couronnes qui ornaient son cercueil se trouvait une gerbe envoyée par l'Association des anciens combattants allemands de la 10e Panzerdivision, accompagnée de ce message simple mais éloquent. 80 ans après les événements, la bataille de Stone reste loin des épisodes les plus remarquables de l'histoire militaire française du XXe siècle. Elle prouve que même dans la défaite, il y a des victoires. Que même dans les moments les plus sombres de l'histoire d'une nation, des hommes peuvent accomplir des exploits extraordinaires qui méritent d'être racontés. Et que parfois, un seul char, commandé par un officier déterminé et servi par un équipage compétent, peut tenir tête à une armée entière et lui infliger des pertes qui marquent les mémoires pour des générations. Lorsque les Panzers entrèrent dans Stone ce matin du 16 mai 1940, ils pensaient traverser un village abandonné, un obstacle mineur sur leur route vers la victoire finale. Ils découvrirent au lieu de cela un adversaire qu'ils ne pouvaient pas vaincre, une machine de guerre qu'ils ne pouvaient pas détruire, des hommes qu'ils ne pouvaient pas intimider. En 15 minutes, 13 d'entre eux brûlaient dans les rues du village. Et dans les décennies qui suivirent, les survivants et leurs descendants se souviendraient toujours de cette leçon terrible. Ne jamais sous-estimer un char français. Ne jamais sous-estimer un soldat français. Ne jamais sous-estimer la France. L'histoire du B-1 bis Heure et de son équipage à Stone nous rappelle une vérité fondamentale sur la guerre et sur l'histoire humaine. Les batailles ne sont pas gagnées uniquement par les armées, les stratégies ou les technologies. Elles sont gagnées par des hommes, des individus qui, dans un moment précis de l'histoire, décident de se battre au-delà de ce que l'on pourrait raisonnablement attendre des eux. Pierre Billotte, Jean Durupt, Louis Marquet et Henri Lemaître étaient de tels hommes. Et leur exploit, même si il ne changea pas le cours de la guerre, même si il ne sauva pas la France de la défaite, changea pour toujours la façon dont les Allemands considéraient leurs adversaires français. Il prouva que la France, même submergée, même vaincue, restait une nation de guerriers. Les Allemands riaient des chars français en 1940. Ils avaient écouté la propagande nazie qui dépeignait la France comme une nation décadente, affaiblie, incapable de se défendre. Ils avaient cessé de rire à 6 heures du matin, le 16 mai, quand le dernier panzer de leur colonne explosa dans les rues de Stone sous les coups du canon de 47 mm du capitaine Billotte. Et cette leçon, apprise dans le feu et le sang d'un petit village ardennais, gravée dans la mémoire de ceux qui survécurent, ils ne l'oublièrent jamais. Car dans ce matin de mai 1940,
Un seul char français, commandé par un capitaine de 34 ans et son équipage de 3 hommes, avait prouvé au monde entier que la France, même à genoux, même au bord de l'effondrement, restait une nation de guerriers. Une nation dont les soldats, armés des meilleures machines que l'ingéniosité humaine pouvait produire, étaient capables de défier les plus grandes armées de l'histoire et de leur infliger des défaites qui marqueraient les mémoires pour des générations. L'histoire de Stone, mais pas seulement l'histoire d'une bataille. C'est l'histoire d'un moment où la technologie française, le courage français et la détermination française se combinèrent pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un moment qui mérite d'être raconté, encore et encore, génération après génération, pour que les Français d'aujourd'hui et de demain sachent ce que leurs ancêtres ont accompli dans les heures les plus sombres de leur histoire. Les Allemands sous-estimaient les chars français. Jusqu'à ce matin de mai 1940. Jusqu'à ce qu'un seul B-1 bis, baptisé Heure, commandé par le capitaine Pierre Billotte, détruise 13 Panzers en 15 minutes et montre au monde entier ce que signifiait vraiment affronter les armées françaises.